Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. La vérité en face. La vérité en face sur la place du renseignement français dans la sécurité des Français aujourd'hui. Pour en parler ce matin, Alain Bauer est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, professeur de criminologie au CNAM, je vais y arriver, décidément, pardon. Responsable sécurité défense renseignement et auteur de ce livre L'espionnage pour les nuls aux éditions First. Oui, alors Alain Bauer, ce qui est passionnant en fait dans votre livre, on va en parler dans un instant, mais c'est-à-dire qu'il y a évidemment toute l'organisation du renseignement en France, l'histoire aussi. Et il y a aussi des anecdotes passionnantes avec des célèbres espions et quelques portraits. Ça, c'est assez intéressant. Juste un pas de côté quand même sur l'actualité, et ça concerne directement votre livre, quoi. Sur l'espionnage, c'est aussi le renseignement. Il y a le renseignement militaire et le renseignement policier, bien sûr. Et là, ces derniers jours, on a vu qu'il y avait eu une faille. On ne sait pas où elle est, mais il y a eu une faille avec le Stade de France, quoi. Vous avez lancé un peu un cri d'alerte en disant mais on n'est pas prêt, on va dans le mur. Alors je ne parlais pas du Stade de France, mais des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques. Non mais c'était à l'occasion du Stade de France. Quoi. Ouais. Ça m'a permis une ouverture. J'ai été invité dans une excellente émission qui est un peu votre pendant du soir. Qui est C'est dans l'air, et où on parlait des problèmes de sécurité en général. Ils disaient on peut parler d'un événement qui est un micro-événement, même s'il est très spectaculaire, mais il y a des matchs au Stade de France toutes les semaines ou tous les 15 jours, et en général ça se passe pas si mal. La fois précédente c'est 2016 pour la Coupe de France, où il s'est passé exactement la même chose, et on avait eu les mêmes débats, et la réaction de l'État avait été à la hauteur de l'événement, la réaction de l'État, de la FFF, etc. Et là j'ai dit mais il y a un truc qu'on ne voit pas, et là on a le temps de se préparer. Bien sûr. C'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où là on est dans un processus qui relève de la folie criminelle. Donc pourquoi, je le dis une bonne fois pour toutes. Pourquoi folie criminelle? 12 km de berge, une cérémonie à la fois sécurisable, sur les durement, difficilement. Alors je ne sais pas comment, mais une cérémonie à la fois sur l'eau et sur terre, avec quelque chose qui est en face de nous, c'est la révolution que les drones viennent d'imposer à l'art de la guerre sous notre nez en Ukraine. Et je dis qu'en l'état, c'est-à-dire en l'état des connaissances, en l'état des techniques, en l'état des moyens, en l'état des risques et en l'état des menaces, il est impossible de tenir cette décision purement politique, esthétique et très fumée de cérémonie d'ouverture à cet endroit-là. Point. Alors vous dites carrément, Alain Bauer, il faut renoncer à cette cérémonie telle qu'elle est prévue, ou alors est-ce qu'on peut quand même la prévoir, l'anticiper je mets en au organisant... défi qui que ce soit aujourd'hui, pour vous journalistes ou pour moi spectateur, voire même ayant une vague connaissance de ces sujets, de m'expliquer rationnellement quelles sont les mesures qui pourraient être prises pour sécuriser cet événement. Je mets au défi parce qu'il n'y en a pas. Et qu'est-ce que vous répondez? Parce que vous êtes quand même entendu, vous êtes consulté aussi. Alors, aujourd'hui, officieusement, j'ai jamais reçu autant de messages semi-clandestins de l'appareil d'État me disant enfin, merci de l'avoir dit, nous on n'y arrivait pas, on a expliqué en long, en large et en travers qu'il fallait pas le faire, mais d'autres. Plus haut. On a expliqué alors, plus haut, c'est qui? Tout le monde, jusqu'au moment où, au sommet de la pyramide, quelqu'un dit ouais, mais je veux quand même. C'est Emmanuel Macron qui souhaite ça. Je ne sais pas si c'est Emmanuel Macron ou Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, ou les deux, quoi. En tout cas, le politique, au-dessus de l'administratif. L'administratif propose, mais l'ensemble de l'appareil administratif et la quasi-totalité des experts et des gens qui font des jeux et qui savent comment ça se fait, les Jeux Olympiques, j'en ai fait beaucoup, ont expliqué que ça n'était pas en l'état actuel des choses et sur la base des éléments disponibles, faisable ni souhaitable. Allons-y, convainquez-moi. Convainquez-vous d'ailleurs, vous aussi. Vous pensez qu'il faut une mission parlementaire, qu'il faut se réunir, mais d'urgence quand même. On n'en est pas là, mais je souhaite que... Parce que ça arrive, les Jeux Olympiques. Il y a un très grand professionnel qui est le préfet Cadeau, qui a fait un excellent rapport sur le Stade de France. Non mais lui, il a bossé. Lui, il a dit, voilà ce qui s'est passé, et c'est honnête et lucide. Voilà ce qu'on pourrait faire, et c'est intelligent. Peut-être qu'on pourrait lui demander de prendre la main. Parce que le vrai problème, c'est que quand il y a 40 patrons, il y a 0 patron. Donc il y a quelqu'un qui a dit, ça n'est pas une bonne idée. Sa préfecture de police, tout le monde le sait. Elle a fait son métier. Il y a la plupart des experts consultés officieusement ou clandestinement ou semi-clandestinement ou off, comme on dit, vous disent non mais c'est vraiment pas une bonne idée, il faudrait que quelqu'un leur dise que c'est pas une bonne idée. Bon.
puis il y a quelqu'un dont c'est la responsabilité administrative, qui est un très haut fonctionnaire d'État, très compétent, très lucide, très honnête. Pourquoi ne pas lui dire prends la main? Alain Bauer, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans un déni permanent face à des dangers tels que ceux-ci qui existent, comme le déni en fait du Stade de France sur ce qui s'est passé et avec ces histoires. Alors en plus de vidéos là. Oui. Alors ça, vous y croyez? Non mais franchement. Oui. Michel Rocard avait une phrase que j'ai beaucoup appris quand j'étais son collaborateur et ami pendant longtemps. C'est en matière de grandes catastrophes, toujours privilégier la connerie au complot. Oui. La connerie est à la portée de tous, c'est largement répandu. Le complot nécessite beaucoup d'organisation et d'intelligence. C'était très rare. Moi, je crois à la suprématie. Ah oui. La connerie pour les vidéos de la RATP, pour les vidéos du Stade de France. Quand quelqu'un vous dit tu les supprimes au bout de 3 jours si personne ne te les demande, tu les supprimes au bout de 3 jours si personne ne te les demande. Ouais. C'est idiot, c'est débile, c'est incompréhensible, c'est stupide, mais c'est administratif. Ouais. Donc ce qui veut dire qu'il y a un souci quand même dans notre logistique, dans notre organisation aujourd'hui, de la sécurité. Bien sûr, mais parce que le comptable, vous y revenez dedans d'ailleurs. Le comptable prend toujours le dessus sur l'expert. Ouais. Le comptable vous explique comment vous passez de choses qui sont indispensables. Puis ensuite s'étonne que vous n'ayez pas pu préparer, anticiper ou simuler. En plus, on a un problème culturel en France. Quand j'explique à un chef d'entreprise ou à un responsable institutionnel un risque, il vous explique naturellement, 1, ça ne va pas arriver. C'est ce qu'on appelle la pensée magique. 2, ça ne va pas nous arriver. Et 3, surtout, il ne faut pas se préparer, parce que si on se préparait, la crise nous verrait, et donc, ça arriverait. C'est très étonnant. Parce qu'aux États-Unis ou en Angleterre, on vous dit, d'accord, ça va arriver. Combien ça coûte? Et ensuite, il y a une réflexion qu'on appelle le bean counting, le comptage de petits pois, sur est-ce que ça vaut plus la peine de rappeler 3 millions de voitures parce qu'elles ont un défaut, ou d'avoir 300 accidents où on va devoir payer des dommages et intérêts. Ça, c'est le principe de précaution à l'extrême, quoi. Oui, mais au moins, il y a une logique. C'est qu'avec les Américains et les Anglais, vous ne passez pas des semaines à expliquer qu'un truc qui va arriver, va arriver. Ils ne vous discutent pas ça. Ils vous discutent, d'accord. Combien ça coûte? Qu'est-ce que tu me proposes? Avec l'Irak, ils se sont un peu vaudrés quand même, les renseignements, enfin, le FBI. Ah non, les renseignements américains, non, le FBI s'occupait pas de l'Irak, mais les renseignements américains se sont occupés d'inventer une histoire pour permettre d'envahir l'Irak. Mais ça, c'était répondre à la demande politique. Racontez-moi une histoire que je puisse vendre pour envahir l'Irak. Bon, ils l'ont avoué depuis. Mais les renseignements ne se sont pas trompés. Ils ont été instrumentalisés. D'ailleurs, en général, les renseignements sont instrumentalisés par le politique, ou instrumentalisent le politique pour leurs propres intérêts. C'était le cas avec Vladimir Vladimirovitch Poutine et les attentats qui lui ont permis de devenir président en 1999, alors qu'on prend une équipe du KGB local en train de tenter un attentat dans un immeuble en le faisant passer pour un attentat tchétchène. Donc on a bien évidemment toutes ces histoires qu'on raconte d'ailleurs. En la matière, elles sont, comme on dit aujourd'hui, largement documentées. Donc il faut raconter toute la vérité. Quand on fait un ouvrage de ce genre, on raconte la vérité, l'histoire, et puis surtout on explique les techniques, les mécaniques, les services, et puis évidemment les personnages emblématiques. Mais pour revenir à votre question initiale, dans la plupart des cas, le renseignement ne se trompe pas, mais il ne comprend pas. En fait, il y a 3 métiers et 3 cultures dans le renseignement. Le premier métier, c'est la collecte. C'est comme vous. En fait, vous collectez des informations. Le deuxième métier, c'est l'analyse. Ça, c'est ce que vous apportez à cause de votre expérience et de votre compétence. Parce que si vous diffusiez toute la journée toutes les infos qui vous arrivent par le fil de l'AFP, alors vous auriez l'émission la plus détaillée de France et 0 auditeur, parce que ça serait chiant à mourir. Et la troisième, c'est l'action. Une fois que vous avez une information et une analyse, vous avez une action. Pour ça, vous avez 3 métiers. Le renseignement, l'espionnage, c'est le Dyson du renseignement. Vous prenez tout, il n'y a pas de problème de temps, il n'y a pas de problème de limite, tout est bon à prendre et on stocke. Tout va bien. Le deuxième, c'est le contre-espionnage. Alors là, c'est très compliqué. Tout est lent, tout est secret et tout est paranoïaque. On prend le temps parce que chaque jour qui passe permet d'avoir un contact supplémentaire, une boîte aux lettres supplémentaire, un contact supplémentaire. Et surtout, on vous demande tous les jours un jour de plus pour avoir un truc en plus. Au cas où. Mais surtout, il ne faut rien dire à personne parce que si jamais il y a une info qui fuite, tout le réseau que vous êtes en train d'essayer de démanteler vous échappe. Et la même technique marche pour la lutte contre les stupes. Par exemple, si vous êtes agacé qu'il y ait 2 revendeurs en bas de chez vous, c'est pas parce que la police ne le sait pas, c'est parce que la police essaye de remonter la filière. Et pour cela, il ne faut pas commencer par la démanteler par en bas. Il faut la démanteler par en haut. C'est donc très très long et pendant ce temps-là, ça vous casse les pieds. Mais il y a une logique, c'est la même, c'est celle du contre-espionnage. Et la troisième, c'est l'antiterrorisme. Elle est plus récente et elle fonctionne exactement à l'envers. Elle, il faut agir très vite
Il faut tout partager, parce que le bon antiterroriste, c'est pas quand vous arrêtez l'auteur d'un attentat, c'est quand ça n'a pas d'attentat. Ouais. Or, pour des raisons très mystérieuses, les mêmes services de renseignement font contre-espionnage et antiterrorisme. Temps long, temps court, partage secret. Et ce qui explique que pendant très longtemps, jusqu'à 2015, ça a sauvagement merdé. Ouais. Et puis, à un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait créer des structures spécifiques qui permettent à l'antiterroriste de vivre sa vie, au contre-espionnage de vivre sa vie, à l'espionnage de vivre sa vie, aux militaires, aux civils. Le problème, c'est pas la profusion des agences, c'est la coordination de l'ensemble. C'est ce qui a manqué au Stade de France, c'est ce qui a manqué au JO d'Atlanta, c'est ce qui a réussi au JO de Pékin, pour des raisons État un peu puissant, on va dire. Voilà. Et donc, on est toujours face à ce problème-là. Nous redécouvrons en permanence ce que nous savons très bien. Nous ne manquons pas d'informations. Toutes les notes de la police, de la préfecture, de la division nationale anti-hooligan étaient d'une rare précision. Mais personne n'a compris ce qu'il y avait dedans. Tout le monde a mélangé les sans-papiers, les sans-billets, les faux billets, et le fait que la plus grande partie de ces gens allaient sur la fan zone. Ils accompagnaient et puis ils se tiraient. Et en fait, tout le monde a mélangé cette idée des 40 000 fans supplémentaires qui existent, mais ils n'étaient pas tous au Stade de France. Le Stade de France, c'est un défaut de signalisation. Vos confrères du Monde ont fait un petit reportage vidéo de quelques minutes qui montre bien que là où le RERD arrivait, où il n'y a d'habitude que 20% de spectateurs, il y avait une indication, une simple affiche qui disait Stadium et qui amenait sur un goulot d'étranglement où il y avait 4 fils de contrôle, alors que sur l'arrivée normale du RERB qui est face au Stade de France, où il y a 10 fils de contrôle, il n'y avait plus que 20% des arrivants. C'était super fluide sur l'un, super encombré sur l'autre, et personne n'a réussi à faire la coordination en disant aux gens ne venez pas ici, mais allez et enlevez cette affiche. Il y avait moins de RER en plus, puisqu'il y avait un mouvement de grève. Bien sûr. Non, mais en plus de ça. Le cumul était total. Vous avez parlé aussi justement de sans-papiers, sans billets, mais il y a eu aussi des criminels et des voleurs et des délinquants qui ont profité de l'aubaine, à la fois dans les transports et autour du stade. Allez, on va poursuivre avec vous, Alain Bauer, c'est passionnant. Est-ce qu'on est prêt justement aussi face à l'ensemble des menaces qui nous entourent toujours, menaces terroristes notamment, il y a les Jeux Olympiques, mais il y a une autre menace toujours en fait au-dessus de nous. On n'a pas vu aussi ce déclenchement de guerre en Ukraine totalement, faille ou pas du service de renseignement. Puis tout à l'heure vous nous donnerez peut-être aussi votre espion préféré, si vous avez un espion préféré, puisque vous les détaillez dans votre livre, quoi. À tout de suite, 9h42. La vérité en face. La vérité en face au renseignement français pour la sécurité des Français. Alain Bauer est avec nous, un professeur au CNAM, responsable sécurité, défense, renseignement et auteur de ce livre, L'espionnage pour les nuls, aux éditions First, où vous pourrez tout comprendre. Oui, c'est ça. Un mot peut-être sur le conflit qui est en cours, là, la guerre Russie-Ukraine. Bon, on n'a pas vu venir, pas vraiment, en fait, les services de renseignement français. Comme précédemment, on a tout venu, on n'a rien compris. C'est pas la même chose. On a tout vu. On avait les mêmes photos, les mêmes informations, les mêmes éléments. Et simplement, on n'a pas compris. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une partie des experts, dont je fais partie, qui ont dit privatisation de la mer d'Azov, opération sur le Donbass, prise de Mariupol, ville à la fois symbolique et stratégique. Aucun problème, aucun doute. D'abord parce que la guerre, elle dure déjà depuis 8 ans, pas depuis 3 mois. Ça fait pas 100 jours, la guerre, ça fait 8 ans et 100 jours. Par contre, on m'a demandé, et j'ai répondu, va-t-il attaquer Kiev? J'ai dit, même pas en rêve. Ça n'a aucun sens, ça ne peut pas marcher, ça sera un désastre pour des tas de raisons. Et j'ai eu tort, de dire oui, parce qu'il l'a fait. Et j'ai eu raison, parce que c'est comme ça que c'est fini. Mais en même temps, j'ai eu tort, parce que vous m'auriez posé la question le jour précédent l'invasion, j'aurais raconté. Oui, mais vous n'êtes pas à la tête des équipes qui mènent en fait l'espionnage. Mais on fait le même métier, les analystes. Nous faisons tous le même métier. C'est vrai. On n'a pas accès toujours aux mêmes sources d'informations, et donc ils ont de meilleures capacités de vérifier, etc. Où est-ce qu'ils se sont trompés? Ils se sont trompés sur 2 sujets. D'abord, ils n'ont pas compris que l'allongement de la durée des manœuvres en Biélorussie était un signal. Alors, ce signal est dû à une négociation entre le président Poutine et le président Xi Jinping sur le fait que la guerre ne commence pas pendant les Jeux Olympiques de Pékin. Donc, du coup, ça a tout décalé. Ce qui n'était pas une bonne nouvelle pour le président Poutine, parce que du coup, il est tombé en pleine Rasputitsa, c'est-à-dire en plein dégel. C'est-à-dire que ces chars se sont enfoncés dans la boue, ce qui explique aussi une partie de sa défaite, parce que tout compte. La météo, bien sûr. Comme il y avait des problèmes de logistique. Et donc la météo n'était pas bonne, la logistique était impossible, la logique n'avait aucun sens, et cette opération ne pouvait pas fonctionner. Mais il l'a fait. Le deuxième élément, c'est que les Américains avaient un avantage sur tous les autres du renseignement humain.
Parce que le fétichisme technologique est la maladie congénitale du renseignement. Depuis la création de la NSA, la plus grande agence d'espionnage du monde, à tel point même que son sigle était une blague, puisqu'officiellement, elle n'existait pas. Et donc NSA, c'était pas National Security Agency, but not such an agency. Cette agence n'existe pas. C'était assez fun. Ouais. Mais en fait, c'est elle qui a tout misé sur la technologie, les interceptions, les satellites, les câbles, le web, les réseaux sociaux, etc. Elle intercepte tout. Mais elle en a tellement qu'elle ne sait plus quoi en faire. Vous êtes noyé par la data. Et il n'y a aucun outil non humain qui permet de faire le tri. Le seul outil qu'on connaît pour l'instant, et jusqu'à présent, c'est le cerveau humain. Mais alors, le cerveau humain, il y avait des cerveaux humains, justement, alors américains, sur place. Et nous, Français, on est présents, d'ailleurs, toujours. Malheureusement, on n'a plus. En Russie. C'est pas notre zone d'influence naturelle. On a des espions, là, aujourd'hui. Rassurez-moi, sur place. On a tout ce qu'il faut. Même si c'est secret. On a tout ce qu'il faut là où il faut, partout où il faut. Mais ça règle pas la proximité. Un bon espion, c'est quelqu'un qui est très proche de la source émettrice de l'information. Si vous n'êtes pas proche de Poutine, vous savez rien. Parce que même des Russes du second cercle ne savent rien. Aujourd'hui, justement, alors, sur l'espionnage en Russie, sur Poutine, est-ce qu'on sait quelque chose, quoi Alors, on sait plus de choses que ce qu'on en dit, ce qui est une bonne nouvelle. Les Américains savent beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ils ont mis en danger leurs sources en étant obligés de révéler qu'ils avaient une source humaine pour convaincre. Sans grand succès, malheureusement, y compris le président Zelensky, qui n'y a pas cru, jusqu'à l'opération à Hostomel le matin de l'équipe qui était chargée de l'éliminer physiquement et de prendre le pouvoir au palais présidentiel à Kiev. Donc ce sont des services américains qui ont sauvé... Aujourd'hui d'avoir des services qui atteignent, par exemple, le président russe pour... peut-être certains disaient il faut l'abattre. Non. Je suis violent dans ce que je dis, mais c'est ce qui a été dit par certains. Non, le président Poutine mourra de sa belle mort ou tombera dans un escalier ou aura un accident d'hélicoptère. Il peut tomber dans un escalier poussé par certains, quoi. Mais seulement dans son entourage proche et dans une opération de guerre de succession qui n'est aujourd'hui pas existante. Qui n'est pas existante. Et qui par ailleurs n'aura aucun intérêt parce que ça ne changerait rien à la politique russe. Mais il n'y a pas un ultralibéral démocrate de l'Ouest qui va remplacer le président Poutine. Tout ça est une illusion. Là aussi, c'est de la pensée magique. Dans la réalité, tout l'entourage, toute la direction russe, proche ou éloigné, pense la même chose sur l'Ukraine. Mais il y a un livre blanc qui existe, vous me dites si je me trompe, depuis 2008, où on parle de la menace. Au fur et à mesure, ça s'accélère. En 2017 aussi, il y a et tout à coup, on a l'impression de tomber, c'est le lapin dans les phares. Donc on le sait quand même qu'il va se passer quelque chose. Bah oui, puisqu'il y a une guerre depuis 2008. Non, mais oui. Non, mais on sait forcément que... Et que depuis 1999, tous ceux qui lisent... Parce que le drame, c'est que nos amis russes, ils passent leur temps à nous lire, écrire, chanter, hurler, déclamer, siffler, ce qu'ils vont faire et que nous ne les écoutons pas. Mais c'est pas de leur faute. J'ai sorti l'autre jour 168 pages de documents russes sur l'Ukraine qui datent d'Evgeny Primakov, Premier ministre de Boris Eltsine, au moment où le président Poutine faisait ses toutes premières armes à Moscou, au Kremlin, justement, au Conseil de sécurité nationale, et qui disait, bon les gars, sur l'Ukraine, ça va pas le faire. Donc on vous le dit, vous avancez pas, autrement ça va très mal se passer. Et cette affaire ne se terminera pas bien. Bon, il n'y a pas de surprise en fait, mais on n'y croit pas. C'est comme quand vous dites à vos enfants de ne pas mettre leurs doigts dans la prise. Ils vont quand même essayer une fois. Pour revenir aussi en France sur ce qu'on évoquait en fait tout à l'heure, est-ce qu'on a toujours une menace qui plane au-dessus de nos têtes, une menace terroriste? Oui, bien sûr. D'abord, les terroristes passent leur temps à nous le dire, donc il faut les croire. En général, c'est ceux qui commettent des attentats. C'est-à-dire, ils passent leur temps à nous le dire. Nos amis au Sahel passent notre temps à nous expliquer qu'ils vont nous faire la pause. Qui reste d'Al-Qaïda, qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, passe son temps à dire que nous sommes toujours dans le trio de tête de leurs ennemis. L'État islamique explique que, vu notre implication dans la zone irakienne, enfin Syrie-Irak, évidemment, ils ne nous oublient pas. Et puis nous avons aussi des problématiques plus de sabotage que de terrorisme. La nuance n'est pas tout à fait secondaire, mais qui détruisent des relais téléphoniques, des câbles d'Internet. Il y a eu ces actes il n'y a pas si longtemps, qui ne sont pas forcément liés. C'est pas la même chose, quoi. Enfin, c'est d'autres actes, d'autres menaces terroristes. Comme personne ne sait ce que c'est que le terrorisme, il va de l'agression et à la menace de mort sur Internet jusqu'au passage à l'acte
acte physique. Et donc, voilà, moi, je ne fais que me référer au code pénal, et le code pénal est imprécis. Et là, est-ce qu'on est bien organisé aujourd'hui dans nos services de renseignement? Beaucoup mieux qu'avant, oui. Avant 2015, on a beaucoup pataugé dans la SMAUL. Depuis, il y a eu une réaction qui est due à Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, qu'il faut souligner. Avec des nouveaux profils, par exemple. Avec des nouveaux profils, beaucoup plus de recrutement, un très fort effort, justement, de formation d'analystes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de formation des analystes. Désormais, il y en a plusieurs. Il y a un gros travail qui est fait en Bretagne, grâce à l'implication de Jean-Yves Le Drian, pour former des analystes pour toute la communauté d'enseignement, civil, militaire, cyber, linguiste et analyste. Donc c'est très rare. Il faut souligner que pour une fois, tout le monde travaille ensemble. Le miracle doit être souligné. Il existe. Des scientifiques aussi. De tout le monde. Donc il y a un très très gros travail qui est fait. La DGSE a ouvert la voie sur les scientifiques, mais désormais, la DGSI, depuis qu'elle peut recruter des contractuels, ne recrute plus seulement des policiers. Donc c'est un effort d'ouverture et de complémentarité des compétences. Et donc là, il y a un immense effort depuis 2015. D'ailleurs, ça se voit par la réduction massive du nombre d'attentats, de l'efficacité. On déjoue toujours beaucoup d'attentats en France, quoi. 10 fois plus qu'avant. 10 10 fois plus qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, on est vraiment passé au préventif et pas seulement au curatif. Juste une petite info avant de partir. La CIA et le Pentagone utilisent des scénaristes américains justement pour anticiper des Français aussi. Les Français aussi. Oui, il y a des réunions d'auteurs de science-fiction français qui travaillent sur des fictions réalistes. D'accord. D'anticipation. Parce que souvent, dans la réalité, ça va au-delà de la science-fiction. La réalité nous dépasse toujours. Dites-moi, nous on s'interdit de croire à des trucs. Quand nous parlions du football, vous avez eu une mission qui vous a été confiée par la Ligue nationale de football, c'est ça? La Ligue de football professionnel, oui. Voilà, c'est ça. Et quelle est votre mission, alors? Je vous dirai ça après que j'en ai parlé avec eux le 30 juin. Donc c'est ça. Non, mais c'est sur quoi? Globalement, sur la sécurisation des stades? Je vous dirai tout ça le 30 juin. Oui, bon. Donc, sur les stades, après, probablement, tout ce qui s'est passé. Je vous dirai ça le 30 juin. En tout cas, vous allez être missionné probablement donc pour travailler sur les stades et tout ce qui peut s'y passer, parce qu'on a vu que cette année ça a été assez compliqué. De faire en sorte que ça ne s'y passe pas. Oui, on a vu ce qui s'est passé à Saint-Étienne. Votre espion préféré, si je puis dire? Vladimir Vetrov, Hippolytievitch Vetrov, dit Farwell. Oui. Ah, Farwell, oui. Ah bah oui. Parce que c'est l'espion, non? Non, c'est pas la taupe. Non, c'était pas une taupe. C'est un Russe qui était venu à Paris et qui est tombé amoureux de la France et de Paris. Oui, c'est ça, oui. Et de ses produits plutôt liquides. Qui est rentré en Moscou, a dépéri dans une agence inconnue, mais qui était celle qui regroupait tous les secrets des services secrets, et qui a désespérément voulu travailler pour la France. L'a fait par l'intermédiaire d'un ingénieur de chez Thomson qui lui-même n'était pas du tout un espion, qui s'est retrouvé avec ce Gus qui frappait à sa vitre au feu rouge et qui pensait que c'était une provocation, que ça n'avait pas très bien, et qui a été géré non pas par la DGSE mais par la DST, et qui a fourni des renseignements d'une telle valeur qu'ils ont probablement permis d'arrêter la guerre froide et de faire s'effondrer l'Union soviétique. Il y en a de tels exemples, encore de tels espions aujourd'hui en vie. Récemment, bien sûr. Mais récemment, il y a 18 mois, la Russie a dû reconnaître qu'un des proches de Vladimir Poutine avait fait défection lors de soi-disant vacances en ex-Yougoslavie et aurait sans doute été un agent américain, et il en a été de même pour un vice-ministre chinois, lui-même recruté par la CIA. Donc, on a expulsé des espions récemment, nous, Russes aussi. C'était des vrais espions. C'est des sous-marins de surface. Des sous-marins de surface. Mais il y en a toujours probablement. C'est des espions avec des petits drapeaux. Dans les grandes profondeurs, quoi. Merci en tout cas, Anna Bauer, d'être venue ce matin au micro Sud Radio. C'est passionnant. Je vous conseille donc l'espionnage pour les nuls. Anna Bauer et Christophe Soulez, avec vous également. C'est aux éditions pour les nuls. Je cherchais en fait l'éditeur. First, voilà, bien sûr. Dans un instant, Valérie Expert reçoit Laurent Geoffrin. Qui reçoit Laurent Geoffrin. Pas un espion. Enfin bon. On sait pas, Patrick. C'est le principe des espions, c'est qu'on ne sait pas. Il a écrit des romans où il y a des espions. Sous Napoléon. Oui, voilà, absolument. Dédé Berkoff aussi. C'est toujours de l'espionnage avec Dédé Berkoff. Le midi, bien sûr, de midi à 14h. Et les vraies voix, toutes les émissions. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Allez, salut, à demain.